chez vous, bienvenue sur la semaine de Kim. Ça fait longtemps que j'avais pas posté de vidéo, ça fait plus de 7 mois. Donc là je vais peut-être reprendre une fois par mois avec des concepts qui pourraient être assez sympas. Donc là j'aimerais vous faire un tag que j'ai conçu moi-même, un tag spécial Stephen King. C'est parti les enfants. Première question de Stephen King, alors je la lis. Quel est ton livre de Stephen King préféré? C'est une question qui est assez difficile, puisque en fait, Stephen King, pour moi, il y a deux époques. Il y a la première époque où il écrit énormément de livres que je pourrais catégoriser série B, fantastique, horrifique. Et quand je dis série B, c'est pas du tout péjoratif en ce qui le concerne, parce que lui, c'est de la série B high level. Par exemple, Carrie, ou Jessie, ce sont des livres qui pourraient paraître mineurs par rapport à ça, par exemple, ou à Cimetière, qui sont beaucoup plus conséquents en termes d'écriture et de pages, mais en fait, ils ont des thématiques qui sont tellement fortes dans l'œuvre elle-même que ça reste quand même du très high level. En fait, pour répondre à cette question, il faut comprendre comment, mais ça c'est ma théorie en fait, il faut comprendre comment sa progression d'écriture en fait. C'est-à-dire que pour moi, clairement, la première époque et la deuxième époque n'est pas la même, mais la construction, au niveau de la construction narrative, il a gardé la même chose, mais tout en ciselant, en ayant bien sûr l'expérience, la maturité, et puis même les traumas qu'il a eu. Par exemple, je pense aux accidents de voiture qu'il a eu. Il a eu tellement de traumas, ou même, je veux dire, son alcoolisme et tout, ça l'a tellement marqué qu'il l'a mis au fur et à mesure dans ses œuvres, voilà. Alors, si on analyse en fait la structure de tous ces récits, première époque, deuxième époque, eh ben, en fait, je m'aperçois que il utilise toujours en fait pratiquement les mêmes thématiques. Il fait même des clins d'œil à ses propres livres, etc. Ce qui fait qu'il y a un King Universe qui s'établit autour de toute son œuvre, ce qui est absolument extraordinaire. Mais plus précisément, ce que j'ai relevé, c'est que dans la différence entre la première et la deuxième époque, c'est qu'il n'y a plus de gore en fait. C'est un petit peu moins violent que la première génération. C'est-à-dire qu'on dirait que la première génération, on dirait que c'est plus qu'il a été plus axé en fait sur des scènes extrêmement violentes. Donc plus de gore pour la première époque et moins pour la deuxième époque. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que pour la deuxième époque, c'est quelqu'un qui vit avec son temps, et peut-être grâce à son expérience de vie, et je pense beaucoup à sa femme aussi. D'ailleurs, sa femme, qui je pense est extrêmement féministe, l'a complètement déconstruit, et puis ça se sent dans ses livres, même s'il était un petit peu, il a toujours mis en avant les rôles de femmes fortes, des situations sociétales qui posaient déjà des réflexions sur des thématiques extrêmement fortes, dans Dolores Claiborne, dans Jessie, et puis récemment dans le Sleeping Beauties qu'il a écrit avec son fils. Je pense que l'horreur, qui est la thématique vraiment principale de la première époque, est toujours présente dans la deuxième, mais
il y a beaucoup plus de fond en fait. C'est-à-dire que dans quand même, si vous lisez, excuse-moi, il y aura beaucoup de spoil, mais si vous lisez Dr Sleep, il tue un enfant en fait. Je veux dire, il y a un enfant il y a un enfant un petit ado quoi qui meurt de façon absolument atroce quoi, mais c'est beaucoup, l'horreur est beaucoup moins frontale qu'un petit garçon qui va se faire qui va se prendre dans la gueule un gros camion quoi, voilà. Donc il est un peu plus nuancé, on va dire. Alors c'est difficile de comparer plusieurs chefs-d'œuvre entre eux, hein, Cimetière, ça, à 22-11-63, à Jesse, à beaucoup d'autres, Shining, etc. Et celui qui me marque le plus, on va dire, allez, dans la première époque, c'est ça. J'aurais pu mettre vraiment aussi Cimetière quoi, mais parce que bon, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire dessus. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma critique et analyse en vidéo que vous trouverez sur ma chaîne dans ça aussi. Et d'ailleurs, ça, je le mets en première position dans la première époque parce que ce qui est absolument impressionnant, c'est la construction du récit. Elle est absolument incroyable. Et en plus, non seulement elle est incroyable, mais il arrive à je veux dire, il faudrait. Je pense que je pourrais faire une thèse. Si j'avais du temps, je pense que je pourrais faire une thèse sur le livre, tellement que les thématiques qui sont déployées dans le livre sont absolument incroyables. Donc vous savez, en fait, lui, il utilise toujours un procédé spécifique qui lui est propre. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais en tout cas, si je devais donner un conseil d'écriture, par exemple, à un auteur qui se lancerait, par exemple, ou même ceux qui se sont lancés déjà, je dirais de prendre exemple sur la structure des livres de Stephen King, et particulièrement sur ça parce que en fait il le fait extrêmement bien. C'est-à-dire que vous avez un arc narratif avec 2-3 autres en dessous en filigrane, avec pas un, pas deux, mais beaucoup de personnages principaux, voire secondaires, voire tertiaires, mais toujours super bien ciselé, avec un background qui ne faillit jamais. Et on sait toujours où on va. Et puis en plus, il utilise le procédé du flash forward, du flashback, du présent. Et donc vous mettez tout ça sur une timeline avec tout le talent en plus de l'écriture qu'il possède, et ça donne au pire d'excellents livres, de bons livres, de très bons livres, d'excellents livres, voire des chefs-d'œuvre comme ça. Et dans ça, il réinvente en fait la définition de l'enfer à travers la ville de Derry, et à travers cette ville, eh bien, vivent dans ce microcosme de tout ça des personnages qui gravitent, qui ont un background extrêmement travaillé, et le pire de tout ça, c'est qu'il mêle avec un talent absolument incroyable des thématiques qui sont fortes, comme la violence sur les enfants, etc. Mais aussi l'amitié entre les enfants, l'amour entre les ados, tout ça et tout. Et donc ça, c'est vraiment du génie. Voilà. Donc pour la première période, ça. Et pour la deuxième époque, je dirais 22-11-63, c'est un livre absolument génial. Vous pouvez aussi retrouver ma critique et mon analyse sur ma chaîne. Ce qui m'a plu, au-delà du fait que j'adore en fait toutes les histoires qui incluent en fait une boucle temporelle, je kiffe à mort. Et généralement,
généralement, ce qui est bizarre, c'est que toutes les histoires que j'ai lues avec les boucles temporelles et tous les films que j'ai lus avec des boucles temporelles ne sont jamais de mauvais films. Je connais pas de mauvais films sur le voyage dans le temps. Même, même Time Cop avec Jean-Claude Van Damme, je l'ai trouvé vraiment cool. C'est pour vous dire. Donc on revient sur 2263. Ce qui est absolument génial, c'est pas la partie historique qui m'a le plus épaté. Et puis en plus, vous savez, sur ce point-là, j'étais dans ma tête en fait encore avec l'histoire de JFK à travers le regard de Oliver Stone, le cinéaste qui a fait le film selon la thèse du procureur Jim Garrison et qui disait que c'était bon, enfin il démantelait en fait il démantelait toute l'affaire JFK, mais comme quoi c'était un complot du FBI, etc. et tout quoi. Et j'étais dans ça, moi. J'étais vraiment, j'étais baigné. Quand on me parlait de JFK, dans les conversations entre potes ou avec les parents, ben je disais ouais, JFK, c'est la FBI et tout quoi, complot et tout quoi, parce que je me servais en fait de cette référence de cinématographique. Et sans chercher plus loin. Et ce qui m'a frappé en fait quand j'ai lu 22-11-63, c'est que, et il explique très bien à la fin, c'est qu'en fait, non, c'est Lee Harvey Oswald. On n'allait pas chercher plus loin. Dans les documents officiels, c'est Lee Harvey Oswald, et lui, il pense que c'est Lee Harvey Oswald, point barre, quoi. Et donc, en fait, ce qui est bizarre, c'est que ça m'a vachement surpris parce que je pensais que vraiment la vérité vraie c'était le complot qu'avait élaboré dans le procureur Jim Garrison. Et donc bon, maintenant je pense que c'est Stephen King qui a raison quoi, mais bon, après bon, on sait jamais. Je ne vais pas rentrer dans le truc, mais en tout cas c'est ce qui m'a frappé à la première lecture, c'est que voilà, c'est un fait historique. Il se sert de ce qui s'est passé officiellement, Lee Harvey Oswald, etc. et tout, pour l'inclure en fait dans l'histoire. Il va pas chercher plus loin. Donc ça a été vraiment une chose surprenante, mais c'est pas ça qui m'a plu le plus dans 2163. Ce qui m'a plu le plus, c'est bon, au-delà de toutes les thématiques qu'il aborde, encore une fois, à travers le background de tous ces personnages, hein, il utilise toujours vraiment la même recette, et à chaque fois ça marche du tonnerre. Et effectivement, je veux dire, si vous prenez un film, un bon film, généralement un bon film c'est avec un scénario, et si c'est un bon scénario, et bien les personnages, vous y croyez. Et pourquoi vous y croyez? Parce que les personnages sont bien écrits, tout simplement. Et il n'y a pas photo. Alors après, il peut y avoir des films, par exemple, qui sont extrêmement visuels, qui veulent aussi dire quelque chose, mais avec le langage de la réalisation. Je cite un génie comme Tuyark ou comme George Miller, par exemple Mad Max Fury Road. Bon, vous n'allez pas voir au premier abord un scénario super élaboré, mais en fait il y a énormément de fond. Il y a dans ce film, qui n'est pas juste qu'une course poursuite. Voilà. Donc je reviens à 22-63. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment l'histoire d'amour. L'histoire d'amour, elle est... Alors tout dépend le degré des personnes, hein, quand vous lisez de la romance, mais là c'est la première fois que je vois Stephen King autant s'ouvrir à une histoire d'amour. Enfin, il y va à fond quoi, et c'est jamais niais, c'est super beau. C'est vraiment magnifique. Je veux dire, cette histoire d'amour, elle est absolument
à tomber par terre et vous prenez que ça, quoi. Vous prenez juste l'histoire d'amour, quoi. Ça ferait un merveilleux livre de romance. Et si vous prenez juste l'affaire de Kennedy, de la mort de Kennedy, ça ferait un merveilleux livre historique, tellement que c'est bien écrit, mais bon, comme il a un talent de ouf et qu'il mélange en fait tous les genres, quoi, ce qui fait que 22-11-63 est vraiment un pur chef-d'œuvre, quoi, de sa deuxième époque. Alors, deuxième question. Quel est ton roman de Stephen King que tu aimes le moins? En fait, bon, j'ai pas tout lu de Stephen King, parce que je suis pas un spécialiste de Stephen King, j'en ai lu quand même pas mal. Et celui qui m'a le moins accroché, c'est le premier tome de La Tour Sombre. Et je vais vous dire la vérité, c'est que je n'ai absolument rien compris à l'histoire. Et je me disais, mais en plus il est tout petit, il est vraiment tout petit le livre. Et j'ai eu tellement de mal, je comprenais rien à ce qu'il disait et tout. Et c'est que après avoir parlé avec un ami qui pour lui la saga de la Tour Sombre est le véritable chef-d'œuvre en fait de Stephen King, qui m'a dit que en fait il fallait lire tous les livres d'avant la Tour Sombre de Stephen King parce qu'il y avait des références constamment à ces livres. Et c'est vrai que on retrouve par exemple dans Histoire d'Élysée, il y a du Mézery, il y a du Shining dedans, et spécifiquement dans La Tour Sombre, il y a beaucoup de références. On m'a dit qu'il y avait du ça dedans, bref, il y avait beaucoup de références. Et donc je me le réserve. Mais c'est celui que j'ai aimé le moins parce que c'est celui que j'ai pas compris. Et je veux venir sur un point en fait entre le fait de pas comprendre et le fait de pas aimer. En fait, souvent quand que ce soit des lecteurs ou des cinéphiles que je suis dans les groupes littéraires ou dans des groupes de cinéma ou sur YouTube par exemple, souvent les personnes qui n'ont pas compris en fait une œuvre n'aiment pas l'œuvre. Et en fait je trouve que c'est pas une bonne chose en fait. Je veux dire, on peut pas juger une œuvre si on l'a pas comprise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, il y a aucun livre que je n'ai pas aimé de Stephen King, mais celui que je n'ai pas compris par rapport à toutes les raisons que je vous ai citées auparavant, eh bien c'est La Tour Sombre, le premier tome. Mais j'y reviendrai certainement un jour. Troisième question. Quel est le personnage d'un roman de Stephen King qui te fait le plus flipper? Alors, il y en a un paquet de personnages de Stephen King ultra flippants, mais je dirais que celui qui me fait le plus flipper, en fait, c'est le plus humain, Annie Winkles. Voilà, Annie Winkles, quoi, c'est le genre de personne qui me fait le plus flipper, c'est-à-dire que en apparence, en fait, c'est une personne qui est extrêmement sympa. Avenante, qui fait des compliments, voilà, bon, même si elle est un peu lourde, voilà quoi, dans le sens où quand elle aborde l'écrivain Paul Sheldon, voilà, elle lui pose des questions indiscrètes. On le sent de suite que c'est son caractère aussi, mais on sent de suite en fait qu'elle le fait chier, quoi, en fait, d'entrée, quoi. Et pourquoi c'est le personnage qui me fait le plus flipper? Parce que c'est tout simplement le personnage le plus humain, qui cache en fait des vices, qui cache des vices et qui peut aller au pire si
si tu froisses la personne, si tu joues trop sur sa susceptibilité. Et Stephen King, il est super fort pour montrer ce genre de personnage, quoi. Et je pense que c'est un personnage super emblématique, voilà, qui est extrêmement excessive et qui peut te détruire comme ça. Alors, question suivante. Dans quel univers de Stephen King n'aimerais-tu pas vivre? Clairement, presque tous. En fait, oui, je vais revenir en fait sur ça. Je détesterais vivre dans cet univers parce qu'en fait, tu n'as plus le contrôle sur ta vie, sur toi-même, sur tes actes, puisque en fait c'est la ville qui te contrôle. Elle joue aussi sur la mémoire. Et puis c'est vrai que il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur l'histoire, mais on a souvent reproché en fait soit à Wes Craven, soit à Stephen King d'avoir un peu copié-collé le concept de Freddy Krueger en fait. Et ce concept-là, il est absolument terrible. Peu importe peu importe qui c'est qui l'a inventé, mais je veux dire, quelqu'un qui agit dans ton subconscient, même si tu es en pleine réalité, ou à l'instar de Freddy Krueger qui va s'immiscer en fait dans ton sommeil pour essayer de te crever. Je trouve que l'idée est tellement géniale, quoi, que voilà. Et encore une fois dans ça, le clown, c'est pas l'élément le plus important, c'est la partie horrifique, la plus frontale en fait, la plus viscérale. Mais en fait, voilà, ce qui est terrible, c'est d'être dans un monde de harcèlement, de violence, mais à l'extrême. Donc il dépeint quand même un peu, c'est vrai, notre réalité, mais vraiment à l'extrême, parce que Derry, il en fait, si vous relisez la ville de Derry, c'est vraiment l'enfer sur terre, quoi. C'est vraiment l'endroit où il fait pas bon vivre, quoi. C'est pas Desperate Housewives, par exemple. Alors, question suivante. Quel est ton film préféré tiré du roman de Stephen King? Donc je dirais sans hésiter Shining. Alors ce qui est bizarre, c'est que comme vous devez tous le savoir, il y a eu un conflit entre Stanley Kubrick et Stephen King, parce que Stephen King, en fait, lui, il voulait que l'histoire se rapproche beaucoup plus en fait du livre. C'est pour ça que des années plus tard, après, il a réalisé sa suite Dr. Sleep, en fait, pour que les choses soient beaucoup plus rééquilibrées, voilà. Et alors que Stanley Kubrick, en fait, on a fait un film, on a fait une véritable adaptation, tout simplement. Il a fait un super cover qui n'a pas plu à Stephen King. Bon, peut-être. Bon, il me semble que j'avais vu, parce qu'on lui avait reposé la question, que Stephen King ne le détestait pas, quoi, en fait. Voilà. Je pense que peut-être qu'ils se sont fightés, peut-être en tant qu'il était conseiller technique, en fait, sur le film. Peut-être qu'ils se sont fightés derrière les écrans, enfin, je veux dire, derrière la caméra, mais en fait... Je pense qu'il doit bien quand même, qu'il doit bien l'aimer, parce que c'est vraiment, je veux dire, c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et les gens qui n'aiment pas Shining, ils n'ont pas bien saisi le truc. Oui, donc pourquoi Shining? Parce que tout simplement Stanley Kubrick a fait un super cover. Il a fait une super adaptation avec des thématiques. Il a tiré la substantifique moelle de l'œuvre de Stephen King, mais il lui a insufflé par le visuel une œuvre absolument dense, horrifique, ténébreuse, et il pousse en fait le curseur de la folie
à son maximum et au le plus grand bonheur comme ça s'appelle, de tous les cinéphiles et les spectateurs. Et c'est le final, c'est extrêmement justif. Alors donc moi j'en parle vraiment très très mal, hein, comme ça. Et c'est un jour, faudrait que je me penche dessus pour faire la critique, analyse de Shining le livre, Shining le film, et puis pourquoi pas Dr. Sleep. Et ce serait assez intéressant que ce soit mieux écrit. Mais bon, Shining, c'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. C'est en plus avec la musique horrifique, enfin je veux dire, tu retiens tout ça. C'est le plan d'introduction, il est absolument incroyable. La photographie, enfin tout, quoi. Enfin tout m'a fait flipper en fait dans ce film. Une autre question. Alors, qui est pour toi actuellement le Stephen King français? Alors, il n'y en a pas. Il n'y a aucun Stephen King, enfin, il n'y a aucun auteur en fait qui a égal de Stephen King, parce que en fait, vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la construction du récit. En fait, c'est pour ça que il fait des livres tellement épiques. Je veux dire, il gratte, mais vraiment il insuffle à ses personnages un background tellement bien travaillé qu'à la fin tout s'embrique parfaitement, et ça donne toujours d'excellents livres ou des chefs-d'œuvre. Et ça manque en fait. Donc bon, j'ai pas lu tous les auteurs français, mais celui qui se rapprocherait, allez, on va dire celui qui se rapprocherait, celui que j'ai vraiment un auteur vraiment français que j'adore, qui a écrit un roman horrifique absolument incroyable, mais qui est quand même très 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 loin du niveau de Stephen King. Il y arrivera peut-être un jour, quoi. Pour moi, c'est Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Et Du feu de l'enfer, quoi, c'est un livre qui vraiment donne des frissons. Et puis en plus, en termes d'écriture, c'est absolument jouissif, quoi, à lire, quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment on le reçoit comme des scènes de cinéma qui t'envoient comme ça dans la gueule, quoi. Tu vois vraiment la scène, tu le vis, quoi, et c'est pour ça que ça te fait flipper, quoi. Et ce qu'il y a d'extraordinaire avec cet auteur, alors j'ai pas lu son dernier Vindicta, mais j'ai lu Avec tes yeux. Et donc, Avec tes yeux, Du feu de l'enfer, il y a une différence d'écriture vraiment flagrante. Et Du feu de l'enfer est vraiment du high level, hein, pour un roman horrifique. D'ailleurs, c'est un des meilleurs romans horrifiques que j'ai pu lire. Depuis très longtemps, quoi, et je vous le conseille très vivement si vous l'avez pas lu. Alors, question numéro 7, ton top 5 des livres de Stephen King. Alors, je dirais en premier ça, deuxième Cimetière, troisième 22-11-63, quatrième Jessie, et cinquième, je sais pas, il y en a tellement. Cinquième, comme ça, hein, vraiment sans réfléchir, quoi. Je dirais Shining. Dr. Sleep aussi, la suite est vraiment excellente. Sleeping Beauty, super, quoi. Bon, le 5, c'est le fléau, ligne verte. Donc, il y en a beaucoup. En fait, il faut tous le lire, quoi. Question suivante, ton top film adapté des œuvres de Stephen King. Alors, je dirais évidemment Shining, je dirais The Mist. Bon, c'est tiré d'une nouvelle, quoi, mais The Mist est tellement dingue, mais dingue. C'est un film tellement fou sur l'anticléricalisme, sur les valeurs familiales aussi. Et puis ce final, le twist final, c'est un des plus fous que j'ai pu voir dans l'histoire du cinéma. Il m'a laissé comme ça. Je suis vraiment resté comme un con, quoi. Je crois que j'ai pleuré, en fait. Ouais, je crois que mais à chaudes larmes, en fait. Ouais. The Mist est tellement fou, quoi. Et puis il y a aussi, je porte le t-shirt, vous le voyez pas, mais
Pet Sematary, le film. Oui, Pet Sematary, le film, c'est pas, on va pas dire que c'était un chef-d'œuvre de ouf, quoi, mais c'est une excellente série B. Vraiment excellente série B. Et puis, cette intro, quand il se prend le camion et tout, quoi, c'est complètement fou, quoi. C'est vraiment, on est estomaqué, et puis ça part dans le gore de ouf, quoi, mais il y a une, au fond, même si le film n'est pas grand, on sent que l'écriture, qu'il y a quelque chose dans l'écriture, voilà. Et on sent que l'écriture est dingue, et puis bien sûr le chat Church, j'adore tellement. D'ailleurs j'ai failli le dire, quel est mon personnage, le personnage le plus flippant de l'univers de Stephen King, c'est Church, quoi. Fait trop flipper ce chat, quoi. Et aussi la performance du gamin. J'ai toujours trouvé ça, j'ai toujours trouvé absolument incroyable sa performance. Celui qui joue Gage, je me rappelle plus le nom de l'acteur, quoi. Mais voilà, tout petit, avec le regard, avec le scalpel, avec le regard absolument complètement frappadingue, haineux et tout, quand il tranche la cheville et tout. C'est absolument fou. Et puis, ce qui m'a fait extrêmement flipper aussi, c'est quand la sœur en fait raconte, bon désolé pour le spoiler, quoi, mais c'est quand la sœur elle raconte l'histoire de sa sœur qui est handicapée aussi, Rachel. Franchement là, c'est une des scènes des plus flippantes. Alors c'est bizarre parce que en fait, Pet Sematary, le film, c'est une accumulation en fait d'excellentes scènes, mais en fait, peut-être que je pense que il va un peu trop vite. En fait, il va un peu trop vite pour que ce soit vraiment un chef-d'œuvre. Ça manque vraiment de fond, de dialogue, de profondeur, même si on perçoit en fait, si on perçoit toutes les thématiques et tout. Et c'est aussi ça qui est intéressant quand on a lu le livre, on regarde l'adaptation et puis vice versa et tout, donc on est un peu plus exigeant selon les goûts, donc voilà, quoi. Pet Sematary est vraiment excellent. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a d'autre, même les ça en fait, même les ça en film, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de cinéphiles en fait qui ont carrément détesté cette adaptation. En fait, quand je parle de ça, je parle de l'adaptation cinématographique, pas en téléfilm. En fait, moi je l'ai manqué en fait, le téléfilm. Je l'ai vu trop tard en fait. Je l'ai vu trop tard, donc en fait j'ai pas eu le temps en fait vraiment de flipper en fait sur le clown. Mais je sais que le téléfilm ça a foutu comment s'appelle, une peur bleue, quoi, à toute une génération. Et mais les films d'Andy Muschietti, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, eh bien en fait sont de très 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 bonne facture, hein, vraiment. Je pense qu'avec le temps il fera son chemin, quoi. Et d'ailleurs je pense qu'ils sont en train de travailler sur un troisième là, avec Stephen King himself et tout, quoi, au scénario. Donc wait and see. Sinon, dans les œuvres cinématographiques aussi, eh bien il y a Les Évadés, La Ligne Verte, il y en a plein en fait qui sont chouettes. Stand By Me aussi, j'ai vraiment adoré, que c'est une histoire d'amitié. Donc il y en a beaucoup, hein, comme j'ai rien noté, quoi, c'est certainement, dites-moi dans les commentaires, vous, ou si vous êtes youtubeur, faites ce tag. Ce sera chouette et je viendrai voir avec plaisir votre tag. Et donc on passe à la question numéro 9. Alors, si tu pouvais t'entretenir avec Stephen King, de quoi lui parlerais-tu? Waouh. En fait, je fais waouh, mais c'est moi qui écris la question. Je suis complètement con. En fait, je vais vous raconter une anecdote qui rejoint forcément l'œuvre de Stephen King.
C'était il y a quelques années, en fait, au Quai du Polar, hein, où il y avait comme invité Brian De Palma, le réalisateur, qui venait avec sa femme, il venait tout juste d'écrire un roman. Je me souviens plus du titre. Et en fait, moi j'étais trop content parce que Brian De Palma, c'est un cinéaste qui compte beaucoup en fait dans ma cinéphilie, et il y a beaucoup de films que je considère comme de purs chefs-d'œuvre. Et c'est quelqu'un qui en fait qu'on a accusé à tort, je trouve, de plagieur du cinéma d'Alfred Hitchcock, alors que en fait si on si on regarde bien en fait ces films maintenant, et bien c'est plus une marque d'amour qu'autre chose en fait envers le cinéma d'Hitchcock. Donc bien sûr il reprend en fait les thématiques centrales, comme il le refait à sa sauce, et puis ça a toujours été un hommage au cinéma et et au plus grand maître qui existe. Enfin, enfin, je veux dire, si vous êtes cinéphile et que vous connaissez pas Alfred Hitchcock, quoi, je veux dire, vous manquez quelque chose. C'est une chance, mais il faut regarder son œuvre, parce que c'est vraiment la base de l'écriture, la base de la mise en scène, etc. Et je veux dire, les plus grands, même aujourd'hui, le citeraient dans le top 10, hein, que ce soit Peter Jackson, Steven Spielberg ou Quentin Tarantino, quoi. Alfred Hitchcock, ça reste vraiment parmi les meilleurs réalisateurs. Et parmi les meilleurs réalisateurs, il y a Brian De Palma. Et Brian De Palma, qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a réalisé Scarface, c'est celui qui a réalisé Blowout, et c'est celui qui a réalisé Carrie. Et moi, en fait, quand je suis donc allé au Quai du Polar, eh bien, en fait, j'étais content d'apporter mon livre Carrie. Et je me suis dit que ça serait trop collector en fait. C'est une vieille édition, que j'ai, comme j'affectionne. Et je me suis dit que si il mettait son autographe dessus, ça en ferait un livre pur collector, quoi. Donc je pars avec cette idée. Alors arrive le moment, en fait, je suis devant lui et devant sa femme. Alors j'avoue que le moment où en fait je suis passé devant lui, en fait, vous savez, au Quai du Polar, généralement on va voir un auteur, on parle avec lui, soit on lui fait dédicacer un livre qu'on a déjà, ou en discutant, ben, on décide d'acheter le livre. Mais là, c'était pas du tout le cas. En plus, il y avait un garde du corps, enfin plusieurs gardes du corps d'ailleurs, c'est un truc de ouf, hein, il y avait plusieurs gardes du corps. Pourtant, il n'y avait pas une queue de folie, hein, mais il y avait plusieurs gardes du corps, hein, extrêmement impressionnants. Euh, et euh, le vendeur, en fait, du Quai du Polar, m'obligeait en fait à acheter en fait le livre, donc de sa femme, et puis après à le faire dédicacer, etc. Et donc bon, moi je m'en fous, hein, c'était déjà dans mon idée, d'acheter le livre, mais vous voyez cette façon de faire, hein, qui est extrêmement bizarre quand même, d'obliger de comme ça, voilà, à la chaîne, voilà. Et c'était vraiment pas sympa en fait. Mais bon, je m'en foutais, quoi, je voulais absolument avoir la dédicace avec mon Carrie. Et et aussi une photo avec lui. Et donc quand arrive mon tour, ben je lui parle, et donc je lui dis toute l'admiration et l'affection que j'ai pour lui, que c'est mon père, hein, qui m'a fait aimer ses films. Alors, je cite tous ces films comme je viens de vous le citer, etc. Et en fait, il me regarde, mais du genre putain, dépêche-toi, quoi. Dépêche-toi de finir. Alors, pourtant je parlais depuis même pas une minute, que ça se voyait, que ça le saoulait, quoi. Et mais bon, il m'a fait quand même la dédicace, il a accepté, je pense vraiment à contre-cœur, quoi, la photo, mais j'ai ma photo quand même. Et et c'est pour dire que en fait
je possède en fait le livre Carrie avec la signature du réalisateur dessus quoi. Et un jour, si je désespère pas d'avoir la signature de Stephen King sur ce livre. Bon, même si en fait, dans l'absolu, je m'en fous quoi, mais c'était juste l'anecdote comme ça quoi. Donc pourquoi je parle de ça, puisque la question c'est si tu pouvais t'entretenir avec Stephen King, de quoi lui parlerais-tu? Et je pense que depuis ce jour-là, je pense que des immenses stars en fait comme Brian De Palma, et si un jour on se retrouvait devant Tom Cruise, et si un jour on se retrouvait devant Spielberg et devant son idole, devant Leonardo DiCaprio, si on avait une journée entière avec eux, mais qu'est-ce qu'on leur dirait en fait? Et c'est intéressant en fait de savoir ce qu'on pourrait leur dire. Et en fait, je pense que si on revenait en fait, si je parlais, si je parlais de comment ça s'appelle des œuvres en fait qu'ils ont établies, je pense certainement que ça les emmerderait. Et je pense que ces sujets-là, en fait, ils ont été rabâchés 500 000 fois dans leur vie. Je pense qu'au début, certainement qu'ils ont dû adorer ça, comment ça s'appelle, de parler d'eux, de leur œuvre et tout. Mais quand tu es une immense star et que tu as tout ce que tu veux, et que voilà, bon, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je pense que bon, à un moment donné, t'en as marre de parler de toi-même et peut-être de redire les mêmes réponses, etc. Parce que justement, on te les a posées 500 fois, soit c'est des journalistes, soit des fans, etc. et tout. Et pour répondre à cette question qui est extrêmement difficile, eh bien, en fait, je parlerai de cuisine avec Stephen King. Je lui demanderai ce qu'il aime et je préparerai à bouffer. En fait, je préparerai à bouffer et on parlerait de cuisine et d'art, peut-être de cinéma, mais tout, sauf de, comment ça s'appelle, de ses œuvres. Parce que je pense que je l'emmerderai, comme Brian De Palma. Mais bon, je dis ça, mais je pense que Stephen King est plus sympa que Brian De Palma. Même si Brian De Palma, je l'adore. Alors, question numéro 10. Pour quelle raison aimes-tu lire du Stephen King? Alors, en fait, je dirais exactement pour les mêmes raisons que de découvrir un chef-d'œuvre, parce qu'en fait quand on lit, on veut être transporté, on veut que l'écriture soit terrible, qu'on comprenne, que ça flatte notre ego, qu'on aille très loin en fait dans l'imaginaire, mais dans l'imaginaire et dans le fantastique, eh bien en fait il y a de toute façon, vous savez, en fait, dans les œuvres, par exemple, fictives, fantastiques, de fantasy, de tout ce que vous voulez, eh bien, ça ne marche que, bon, d'une part, si l'univers est bien décrit, ça c'est normal, ça peut être le contexte politique, ça peut être un contexte sociétale et bon, plusieurs choses, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une structure qui nous ramène à notre réalité. En fait, enfin, je veux dire qu'il y a des personnages qui nous ramènent à notre réalité. Et les thèmes, les thématiques comme l'amour, l'amitié, l'enfance, la peur, je veux dire plein d'autres, le courage, plein de thématiques comme ça. Eh bien, en fait, c'est des thématiques qui sont humaines et qui nous parlent. Et tu peux pas inventer des thématiques qui nous parlent pas parce que qui seraient inhumains. Donc, ça nous toucherait beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que peu importe le genre dans lequel on est, si les protagonistes et les antagonistes en fait
mais même ça se fait en fait vachement, hein, comme par exemple comme les personnages de Game of Thrones qui sont dans une zone grise en fait, on ne sait pas s'ils sont s'ils sont des méchants ou ce sont des protagonistes, et donc ça c'est vraiment toute la complexité, toute l'ingéniosité en fait de comment ça s'appelle de ces écrivains qui arrivent à nous pondre des personnages comme ça, à nous faire croire en fait à des personnages comme ça, peu importe le contexte, peu importe le lieu où ils se trouvent, voilà. Et donc quand on y croit et qu'on s'y attache, ben c'est absolument génial. Alors pourquoi on aime lire du Stephen King? Pour frissonner, pour nous mettre des émotions fois 1000, pour nous inventer des histoires absolument hallucinantes. Ça peut partir en fait sur des choses complètement anodines qui peut prendre des proportions absolument incroyables. Je pense donc à 22-11-63 où en fait à la base c'est un mec qui découvre qu'il y a un petit passage qui lui permet de traverser le temps. Et rien que ça déjà, putain, ça donne envie. Enfin, je veux dire, il se retrouve dans dans les années Kennedy, à la veille de l'assassinat et tout quoi. Et ça, c'est complètement génial quoi, de partir sur une idée comme ça. Il faudrait que je lise Anatomie de l'écriture pour savoir comment. Parce que bon, en fait, moi j'ai ma propre théorie de comment il structure son truc et tout par rapport à mon expérience de lecteur, mais certainement que ça doit être peut-être autre chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, à partir d'un petit truc comme ça, quoi, il commence à développer tout un univers. Et c'est ça qui est absolument merveilleux quoi, avec lui, quoi, c'est qu'il nous embarque dans des univers qui me parlent. En tout cas, j'ai jamais été déçu en fait par Stephen King, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc en fait, c'est ça. 11e question, combien de livres as-tu de Stephen King? En fait, je les ai tous. J'ai toute une bibliothèque, en fait. J'ai toute une bibliothèque de Stephen King. Alors, à la base, mon idée, c'était de tous les avoir. Et puis, après, eh bien, il y a eu les nouvelles éditions qui sont apparues. Et puis, par exemple, le petit coffret de ça, qui est vraiment absolument trop beau. Le petit coffret du Fléau aussi, qui est absolument trop beau, magnifique. Et puis, de fil en aiguille, en faisant des brocantes, des Emmaüs, et puis à chiner dans les vide-greniers, tout ça et tout, et bien, j'ai découvert des éditions bien vintage, bien rares, et même des éditions étrangères et tout. Donc, en fait, j'ai toute une bibliothèque qui est absolument remplie. En fait, je pense qu'il faut que je jette une deuxième bibliothèque pour continuer en fait ma collection de Stephen King, quoi, même en anglais, en allemand, en japonais et tout, je veux tous les avoir. Et je ferai tout un panel de couleurs comme ça et tout. Ça sera cool avec des lumières et tout, je déconne. Mais en tout cas, j'aime Stephen King. Ouais. Alors, je n'ai pas répondu à la question, mais combien j'ai de livres? Ben, toute une bibliothèque, oui, c'est ça la réponse. Alors, question 12. Comment Stephen King fait pour maintenir l'intérêt du lecteur? Alors, c'est une question, en fait, qui vient pas de moi, qui vient de la grande librairie, l'émission littéraire, qui avait d'ailleurs reçu Stephen King. Alors, je me rappelle plus, en fait, de la réponse de Stephen King, mais en fait, pour tout ce que je vous ai dit, pour la structure du récit, pour le background des personnages protagonistes, antagonistes, personnages secondaires, personnages tertiaires, pour tous les arcs narratifs, qu'ils soient majeurs, mineurs ou en filigrane, très très loin, avec toutes les thématiques qui explosent de partout et c'est ça que j'adore en fait, c'est ça que j'adore, c'est l'interprétation
l'interprétation qu'on peut faire les 1000 interprétations qu'on peut faire d'un livre de Stephen King. Je trouve ça fascinant. J'adore regarder les critiques littéraires sur YouTube ou lire des critiques littéraires qui ne ressemblent pas du tout aux miennes, mais qui ont aimé le livre, mais pour différentes raisons, mais parce que en fait les livres de Stephen King ont la capacité d'envoyer, mais alors 1000 thématiques à la minute, et au niveau de l'analyse, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on peut faire des véritables thèses sur beaucoup de ces chefs-d'œuvre. Voilà. On passe à la question suivante, donc, qui est: quel est le passage le plus mémorable que vous ayez lu dans un livre de Stephen King? Je vais mettre sur pause, je vais réfléchir. Alors je dirais que le passage le plus mémorable, c'est dans le livre Jessie, parce que pendant des pages et des pages, en fait, Jessie a soif. Et donc il arrive à décrire sans t'emmerder une seule seconde sur la soif de Jessie, et elle a tellement soif que toi tu as soif, et c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue, comme il arrive en fait, comme Patrick Süskind en fait avec le livre Le Parfum, où quand tu lis, tu as l'impression vraiment de sentir en fait ce qu'il décrit. Et là, la soif décrite dans Jessie est absolument incroyable, parce qu'elle se finit donc c'est un spoil, désolé, lisez-le, c'est vraiment excellent. Elle se finit par s'arracher la main comme ça s'appelle, de la menotte, et ça aussi c'est vraiment c'est tellement gore et c'est tellement bien décrit. Mais bon, je veux dire, moi comme plein d'autres personnes lambda, on décrirait ça en 3 phrases, quoi, alors que lui, il a toute une technicité et un imaginaire absolument dingue pour t'amener en fait à ce twist qui fait que que le moment est absolument mémorable. Bon, j'en cite un parmi tant d'autres, hein, mais celui de Jessie, la soif et la main qui, quand elle arrache la peau de sa main, quoi, à la menotte, quoi, il est absolument incroyable et effroyable. Alors on arrive au terme de toutes ces questions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce tag vous a plu. S'il vous a vraiment plu, eh bien vous pouvez le mettre en commentaire, me donner en fait vos avis. Et aussi, si vous êtes vidéaste, n'hésitez pas à le reprendre. Je serai ravi de venir commenter ce que vous avez dit sur ce tag que j'ai inventé, voilà, modestement, évidemment. Donc, théoriquement, on se retrouve le mois prochain pour une vidéo. Ça fait très longtemps que j'essaie de mettre cette vidéo en place, et c'est une émission de cinéma qui je pense pourrait vous plaire. Elle est terriblement cool. Ça va s'appeler 20. Et bon, je vous en dis pas plus, vous le saurez le jour venu, quoi, mais théoriquement c'est dans un mois, voilà, si tout va bien. Bonjour chez vous.